Bienvenue à mon masterclass, mon atelier sur les objets magiques dans le jeu de rôle. Alors oui, c'est une série de vidéos que je veux faire depuis longtemps. Quelques vidéos qui présentent mes objets magiques préférés. Qu'est-ce qui fait qu'un objet magique capte notre attention? Qu'est-ce qui fait qu'il est spécial, mémorable, différent? Alors oui, je vais vous présenter tout d'abord dans cette vidéo mes 10 objets magiques préférés pour Donjons et Dragons. On va quand même en tirer des apprentissages pour tous les jeux de rôle, tous les univers où la magie est présente. Que ce soit Donjons Dragons classique, Pathfinder, Dungeon Crawl Classics ou des jeux un peu plus funky comme Mage, l'Ascension ou des jeux de rôle dans l'univers de Marvel. Tous les jeux où on retrouve du mystère, de la découverte, puis aussi la possibilité de canaliser les forces de l'univers dans un seul objet qu'on peut avoir dans son sac sans fond. Mon premier objet classique que j'adore, c'est la tige inamovible. Fait que c'est une petite tige de métal de peut-être 30 ou 40 cm. Et il va soit y avoir un bouton à activer ou un mot de commande. Et dès que le mot de commande ou le bouton est activé, la tige est inamovible. Il y a presque rien dans le monde connu qui peut déplacer la tige. Alors elle est figée dans l'espace, à l'endroit où vous l'avez mis. Et à ce moment-là, il y a toutes sortes de possibilités de mauvais plans avec cette tige-là. La tige, moi, je l'avais donnée à mes joueurs dans la tombe de l'annihilation. Un donjon mortel truffé de pièges et de portes mécaniques. Alors, dès que mes joueurs entraient dans une pièce, ils l'utilisaient pour figer la porte. Fait que s'il y a quelque chose qui ouvre, où il y a une arche à l'entrée, ils prenaient jamais de chance, ils mettaient la tige pour bloquer la porte, pour pas être écrasé, pulvérisé. Il y a aussi bien sûr le classique de Critical Role, donc dans le actual play américain, où ils ont fait un très mauvais plan, où ils étaient ingurgités par un dragon. Donc ils finissaient dans son estomac et ils ont activé la tige inamovible au creux du ventre de la bête. Alors la question c'est qu'est-ce qui va arriver quand la bête va décoller? Est-ce que la tige va rester là, immobilisant le dragon? Puis moi, ça m'a donné l'idée aussi de créer toutes sortes de variantes à la tige. Pourquoi pas une épée inamovible? Une épée faite d'une seule et unique pièce de métal noir qui peut être immobilisée dans l'espace avec un mot de commande. Ou une flèche inamovible. Tu lances cette flèche-là et sur le mot de commande, elle se fige. Fait que non, c'est un objet qui est unique et qui demande aux joueurs aussi de réfléchir, de trouver des plans. Le prochain objet magique, c'est un classique du jeu de Donjons Dragons aussi qui est là depuis un lot d'éditions. C'est la forteresse instantanée de Daern. C'est un tout petit cube que tu peux porter dans ton sac et lorsque tu lances le mot de commande, donc il y a plusieurs objets magiques comme vous pouvez voir qui sont activés par un mot magique, une phrase. Et cette forteresse-là, quand tu la lances et que tu prononces les mots magiques, elle devient, justement, ce petit cube-là se transforme en forteresse immense. C'est vraiment une tour qui apparaît au milieu du champ de bataille. Et cette superbe forteresse-là est en adamantine. Donc, c'est un métal magique, incroyablement résistant. Fait que quand tu dors à l'intérieur de la forteresse, il n'y a presque aucune chance que quelqu'un te surprenne. Les portes sont même verrouillées par magie. Fait que c'est l'endroit le plus sécuritaire au monde où dormir. Mais la twist aussi, comme tu l'auras peut-être constaté, c'est que ce petit cube-là, qui devient soudainement une immense forteresse lorsque tu utilises le mot de commande, c'est une possibilité de faire beaucoup de dégâts à beaucoup de gens. Toutes les cases occupées par des créatures au moment où la forteresse se déploie, ces créatures-là doivent faire un jet de sauvegarde ou subir 10 des 10 dégâts et être repoussées aux extrémités de la forteresse. Fait que c'est vraiment une boum explosion de matière que vous pouvez déployer dans une ville, dans un champ de bataille ou là, dans un égout même peut-être. Ça peut être vraiment un outil explosif que vous pouvez utiliser pour détruire un tunnel, faire exploser la maison de quelqu'un, ou encore une fois, faire exploser une créature de l'intérieur. Je vois toutes sortes d'utilisations vraiment très mélangeantes. Il va falloir comme maître de jeu que vous pensiez aux implications
physique du déploiement de cette forteresse-là dans l'espace. Le prochain objet magique, c'est un objet qui nous vient du lore, donc de l'univers des royaumes oubliés. C'est un objet qu'on peut trouver au cœur de la forêt du dragon. Ça s'appelle le Sleeping Dragon. Ce que j'aime beaucoup de cet objet-là, c'est que c'est pas un objet que les joueurs peuvent prendre et amener dans leur sac. Et c'est une espèce de pierre flottante. Au milieu de cette forêt-là, dans une clairière, il y a cette espèce de pierre oblongue, couverte de runes, dans un langage indéchiffrable. Et ce que j'aime beaucoup de ça, c'est qu'il y a une énigme non résolue encore après des siècles. On a découvert que sur cette pierre-là, le Sleeping Dragon, il y a certains compartiments. Donc si tu es capable d'appuyer sur la bonne rune ou de passer tes mains aux bons endroits, tu peux ouvrir des petits espaces. Il y a un espace, entre autres, qui s'appelle The Wink, dans lequel il y a du trésor. Donc tu ouvres ce compartiment-là et tu vas trouver toutes sortes de choses, que ce soit de l'équipement d'aventurier, de l'argent, des pierres précieuses. Il y a un autre espace qui s'appelle, je pense, la pièce sombre, dans lequel il y a des cadavres. Tu ouvres ce petit sarcophage de pierre sur un côté de la pierre et soudainement il y a des squelettes, une momie, ou le cadavre de quelqu'un, tu sais pas d'où ça vient, mais il y a toujours des morts à l'intérieur de cette pièce-là. Et il y a aussi tout un lot de défense magique. Donc si quelqu'un souhaite détruire le Sleeping Dragon ou faire du dégât, ben à ce moment-là, la pierre peut téléporter les gens qui veulent du mal dans des endroits complètement aléatoires des royaumes oubliés. Ça peut être dans le Grand Nord, complètement comme dans l'Est ou sur une île perdue au milieu de l'océan. Moi, ce que j'aime du Sleeping Dragon, c'est qu'il répond à tous mes besoins d'un bon objet magique étrange. C'est que les joueurs vont devoir aller sur place, l'étudier, découvrir le mystère et essayer des choses. Alors, ils pourront pas juste rouler un jet de compétences de Arcana pour faire comme « Ah oui, je sais comment ça marche ». Non! Il va falloir que le joueur pense avec sa tête qu'est-ce qu'il veut faire, qu'est-ce qu'il veut essayer. Puis ça peut vraiment lancer vos joueurs sur une quête. Ça peut alimenter une partie pendant plusieurs sessions. Puis ça peut même les envoyer au bout du monde. Donc moi j'adore le Sleeping Dragon. Je vous conseille de l'utiliser. Un autre tout petit objet magique. Tu sais, des fois je pense qu'on a peur aussi de ces gros objets magiques-là. Tu sais, comme la fameuse forteresse instantanée. Où tu sais, on se dit comme hey, ça va vraiment tout bousiller. C'est trop fort, je crois. Moi je me sens pas prêt comme maître de jeu à accueillir ces gros objets magiques-là qui bouleversent le monde. Ben, il y a des petits objets, comme le Hat of Wizardry, le chapeau du sorcier. C'est un tout petit objet magique, qui est un chapeau classique de magicien, de forme conique, peut-être avec des étoiles, des lunes, des runes, ce que vous voulez. Et le porteur de ce chapeau-là peut utiliser le chapeau comme focus pour lancer ses sorts, mais la twist que j'adore, c'est qu'il peut aussi faire une action pour essayer de lancer un tour de magie, un cantrip, donc un sort de niveau 0 qui n'est pas sur sa liste. Et ça peut être n'importe quel sort sur la liste de magiciens niveau 0. Mais pour le faire, il doit réussir un jeu d'intelligence. Arcana, difficulté 10. J'imagine tout à fait cet objet-là comme une espèce de chapeau magique dans Harry Potter. Donc ce vieux chapeau miteux, un peu informe. On ne sait pas de quel grenier il est tiré, mais tu peux avoir une discussion avec lui où tu peux tirer de la sagesse d'anciens porteurs du chapeau. Donc tu l'as sur sa tête, et si tu creuses les méninges assez fort, tu peux soudainement avoir accès à tous les sorts niveau 0. C'est incroyable! C'est vraiment le fun, mais c'est pas game-breaking. Donc un sort niveau 0, on s'entend, ça va pas bouleverser les plans pour ta session, ça va pas renverser les tyrans, mais en même temps, c'est vraiment awesome de pouvoir sortir soudainement main du mage, morsure de froid, lumière, prestidigitation. C'est un sort souvent qu'on néglige parce qu'on est comme j'ai juste 3 sorts niveau 0, je prendrai pas prestidigitation, mais là, tu pourrais y avoir accès pour faire ton spectacle de magie, faire de la lumière, changer l'odeur d'une pièce, nettoyer tes vêtements. Incroyable. Un objet magique maintenant qui nous vient de l'univers de Planescape. Il s'agit du Thief of Charm, le voleur de charme. C'est une baguette magique qui permet à son porteur de voler le charme et la beauté d'un objet, d'un concept ou d'une créature. Imaginez cette petite baguette de bois taillée avec des runes et dans la poignée de la baguette, c'est une bouteille.
Une bouteille qui est pour l'instant vide. Quand l'utilisateur de la baguette pointe la baguette sur quelqu'un, cette personne, cette créature ou cette chose a droit à un jet de sauvegarde. Sinon, la baguette draine tout ce qui est beau, tout ce qui est noble, tout ce qui est attirant dans cette chose-là. Donc, vous pouvez par exemple voler l'odeur d'une fleur, vous pouvez voler la jeunesse de quelqu'un, vous pouvez voler justement le charme et l'esprit d'un barde. Et ça se retrouve à l'intérieur de la petite bouteille. Mais pas juste la beauté physique, puis je pense que c'est ce qui est intéressant avec Planescape en général, c'est que ça joue sur plusieurs concepts philosophiques. Fait que ça va aider votre partie de Donjon Dragon à juste dépasser le « on va tuer un monstre, puis ma baguette, elle me lance une boule de feu ». Non, ça me pose la question, c'est quoi la beauté? Qu'est-ce qui fait que quelque chose est beau ou attirant ou intéressant? Fait qu'est-ce que c'est réellement la disposition du visage et du corps, ou est-ce que c'est quelque chose de plus, une petite étincelle, un je ne sais quoi? Alors, la beauté de la chose se trouve dans la bouteille, et le porteur de la baguette peut boire cette mixture-là, cette essence de beauté-là, pour s'approprier la beauté dérobée ainsi. Fait que moi, je trouve ça génial, parce que c'est incroyablement fort comme objet. Mais en même temps, si tu te fais voler ta beauté, tu te retrouves pas non plus à être désintégré ou pétrifié. Tu peux continuer à vivre, mais ça va créer toutes sortes d'opportunités de roleplay. Qu'est-ce qui est arrivé au barde qui a 18 de charisme, mais qui n'a plus de beauté, qui n'a plus de charme? Où c'est allé? Qu'est-ce qu'il a perdu? Fait que vous allez trouver dans le document, justement, sur notre Patreon, tous ces objets magiques-là avec mon interprétation mécanique de leurs effets dans la 5e édition. Fait que vous pourrez aller voir ça si ça vous intéresse. Le prochain objet, c'est un objet qui est un peu plus mécanique, mais qui va créer des opportunités tactiques en combat, mais surtout des scènes d'action cinématographiques badass. C'est le Ring of the Ram. Donc, c'est l'anneau bélier, je pense, en français. Fait que c'est un anneau avec une tête de bélier gravée dessus. Et cet objet-là vous permet, en dépensant des charges, de repousser les gens autour de vous. Par exemple, si vous avez un adversaire devant vous là, qui vient pour vous tabasser, ben, vous pouvez utiliser l'anneau pour faire un jet d'athlétiques opposé. Puis je pense que pour chaque charge dépensée avec cet anneau-là, vous le faites avec un bonus de plus 5. Donc, il va voler de probablement 15 pieds. C'est 5 pieds par charge dépensée. Fait que c'est un outil incroyable pour repousser les gens. Ça fait du dégât de force aussi. Mais imaginez ça à quel point c'est cool. Sur le bord d'une falaise, sur le bord d'une balustrade. Mais c'est tellement cinématographique. Et c'est le genre d'objet magique qui devient signature. Parce que je pense que c'est ça qui est important. T'sais, un bon objet magique, tu veux pas l'oublier. Tu veux que ce soit un membre du groupe, un membre de l'équipe, que ça fasse partie du personnage. Tu sais, je pense à des personnages comme Green Lantern, par exemple, et son anneau magique. Toute sa force vient de là. Je trouve ça intéressant d'avoir un objet magique qui permet à un joueur d'avoir un move signature de wham bouam et qui fait voler les gens comme dans un film de Kung Fu. C'est vraiment awesome. Un autre objet magique que j'aime vraiment beaucoup, mais attention ici par exemple parce qu'on est vraiment dans quelque chose de vieille école. C'est un objet magique qui nous vient de l'univers de Faerun. C'est le jeu d'échecs de Ultam Ure. Fait que c'est un jeu d'échecs. Fait que c'est carrément une planche. Fait que ok, imagine là un jeu d'échecs. Sauf que les pièces sont rouges et vertes. Et elles représentent tous des personnages historiques de Chesenta, si je me trompe pas, qui est un pays des royaumes oubliés, qui est mené en ce moment par un dragon rouge, vénérable et tyrannique. Bref. Donc oui, un jeu d'échecs. Bref, rien de trop anormal, sauf que il y a plein de petits quirks magiques dans ce jeu d'échecs-là, et c'est un objet magique extrêmement puissant. Les pièces sont magiquement aimantées. Donc il y a une matière inexplicables à l'intérieur des pièces qui font qu'elles sont collées, aimantées au jeu d'échecs. Si vous prenez la pièce dans vos mains et que vous appelez son nom, vous allez prendre la forme de cette pièce-là dans le jeu. Donc vos statistiques vont changer, vous allez incarner soudainement quelqu'un d'autre, vous allez devenir un guerrier, un magicien, un haut mage. Et moi, ce que j'aime de cette idée-là, c'est que j'aime imaginer que vous prenez aussi différentes personnalités. Comme si soudainement, la pièce
devenez-vous. Vous avez peut-être un autre langage, d'autres souvenirs, un autre alignement peut-être. Mais c'est vraiment cool aussi de pouvoir lancer des sorts ou de devenir un paladin ou même une forteresse parce que si vous prenez la tour dans vos mains, vous pouvez vous-même vous transformer en forteresse. C'est dit ici dans l'entrée de cet objet-là qu'il est incroyablement difficile de garder le jeu d'échecs avec nous parce que les pièces sont magiquement attirées par tous les objets magiques qu'il côtoie. Fait que si vous croisez quelqu'un dans la rue, ou dans un donjon, ou dans un combat, qui possède un objet magique, il est possible que la pièce soit collée à cet objet-là. Et l'idée, c'est que graduellement par la suite, les autres pièces vont lentement se téléporter pour rejoindre la pièce vagabonde. Alors, il est tout à fait possible que vous vous réveillez un matin, que vous ouvrez votre sac et que le jeu d'échecs a disparu au complet. Et ce que j'aime de ces objets-là, c'est qu'il y a une suite à l'histoire. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Allez-vous essayer de retrouver le jeu d'échecs? Allez-vous entendre parler d'un individu mystérieux en ville qui soudainement s'est mis à prendre toutes sortes de formes bizarres? Allez-vous le confronter? Allez-vous voler le jeu? J'aime ça, ces objets magiques-là qui peuvent créer de nouvelles sessions de jeu, de nouvelles histoires, de nouvelles quêtes. On a ensuite les pigments merveilleux de Nulzur. Alors, ces pigments merveilleux-là, c'est un pot de peinture magique. Avec cette peinture-là, vous pouvez créer à peu près tout ce que vous voulez si vous êtes capable de le peindre. Et c'est ce qui est intéressant. Alors oui, c'est un objet magique classique qui fait partie du lore de Donjons Dragons depuis toujours. Mais moi, ce que j'aime, c'est de voir cet objet-là dans les mains d'un joueur qui a des idées, qui est imaginatif, parce que, oui, bien sûr, ça peut être un barde, un peintre. Puis avec cette peinture-là, vous pouvez peindre un trou dans le mur, vous pouvez peindre une échelle, vous pouvez peindre une fenêtre. Moi, par exemple, j'ai permis à mes joueurs de créer un ami imaginaire. Donc, ils ont peinturé quelqu'un et cette forme-là, soudainement, a été activée. Et ils sont promenés avec ce qui était, à toute fin pratique, un serviteur invisible, mais de leur création. Et j'ai trouvé ça intéressant aussi quand ils ont essayé de faire une peinture ultra réaliste du maire de la ville pour essayer d'arnaquer, faire un plan foireux, justement. Donc, de dessiner le maire, puis d'avoir soudainement cette espèce de forme 2D du maire qui arrive sur la place. L'autre objet magique qui nous vient du monde de Faerûn, c'est une arme. Parce que bien sûr, que seraient les objets magiques si on ne parlait pas des fameuses armes magiques? Il y a tout un lot d'armes légendaires qui sont insane. On pense entre autres à Black Razor, qui se nourrit de l'âme de ses victimes. Mais moi, celle que j'ai trouvée vraiment chouette aussi, c'est le Sky Cleaver. Mais c'est une arme qui peut couper n'importe quoi. Donc oui, ça peut couper à travers n'importe quelle armure, n'importe quel mur, n'importe quelle porte, mais ça peut aussi couper et séparer des concepts théoriques. Ça peut servir à séparer le vrai du faux, le juste de l'injuste. Fait qu'il y a quelque chose d'un peu mythique dans cette arme-là. Et ce que j'aime ici, là, c'est que je pense que ce concept-là doit rester théorique. Il faut que cette hache-là soit vraiment awesome. Elle peut se traverser n'importe quelle armure. Ça, oui, parfait. Ça peut se faire mécaniquement. Mais il faut aussi qu'il y ait un petit aspect, le petit lousse magique mystérieux. Là. Tu comprends-tu? La magie, plus tu mets des lois sur ta magie, moins elle est magique. Ça fait-tu du sens ce que je dis? Ce que je veux dire par là, c'est que si tu mets des lois mécaniques super claires, tu tranches aussi qu'est-ce qui est applicable en jeu et qu'est-ce qui ne l'est pas. Alors que cette arme-là, ce qui est intéressant, c'est de la mettre dans les mains d'un joueur et de voir ses suggestions, ses propositions, ses tentatives. Et que toi, comme maître de jeu, après, tu vas improviser, tu vas juger quel est le développement de cette utilisation-là de la hache dans l'histoire. Par exemple, si tu es dans un procès en ce moment où on ne sait pas exactement qui est le bon, qui est le méchant, il y a deux personnages non-joueurs qui mentent ou qui prétendent ne pas avoir commis un crime, il est possible que le joueur qui a Sky Cleaver utilise en faisant « je vais donner un coup au milieu de la table pour savoir qui a raison et qui ne l'a pas. » Peut-être que cette craque-là va faire apparaître une fissure au milieu du village
dans lequel la personne qui a tort va basculer, va faire « Ok, j'avoue, j'admets, c'est pas vrai ce que j'ai dit. » Vous comprenez? Je l'ai improvisé, là. J'avais pas écrit ça sur une feuille, je l'ai improvisé. Puis je le sais que c'est dur de se mettre dans une situation où on va se laisser une grosse place à l'impro dans un jeu de rôle. Mais je pense qu'il n'y a pas de mauvaise réponse. Si vous aviez dit, parce que vous n'avez pas d'inspiration, mettez la hache au milieu de la table, puis soudainement, magiquement, tu sais que lui a raison, puis lui a tort, c'est parfait aussi! Vous comprenez, c'est que le joueur l'a utilisé, puis a été récompensé pour sa tentative. Moi, je pense que c'est là où l'objet magique, qui a un pouvoir un peu mystérieux, va être d'autant plus fort, c'est que le joueur va pouvoir vraiment lui-même inventer une partie de son pouvoir. Oui, c'est une arme puissante, mais elle ne pourra pas rester éternellement entre les mains de son porteur, puisqu'elle cherche toujours à répondre à l'appel de n'importe qui a besoin d'elle. Il suffit de prononcer, dans la langue antique des géants, « Skycleaver, j'ai besoin de ta sagesse » pour que l'arme se rende au chevet de la personne qui en a besoin. Donc ça se peut qu'au milieu d'une bataille, Skycleaver disparaisse des mains du porteur parce qu'elle était appelée ailleurs. Et attention, hein, ça a un effet aussi sur l'âme de la personne qui l'utilise. On devient extrêmement jaloux, anxieux, inquiet de perdre la hache parce qu'on sait qu'à n'importe quel moment, elle peut nous quitter. Et ça peut vraiment avoir un impact aussi sur la psyché de la personne. Ça peut la corrompre même. Et finalement, mon objet magique préféré de Donjon Dragon. C'est pas un objet qui fait partie du lore officiel, mais c'est un objet qu'on trouve dans un livre de la 3e édition qui s'appelait Weapons of Legacy. Et ce concept-là, il est incroyable. En gros, les Weapons of Legacy, c'est une arme qui va progresser avec le personnage. Donc, à chaque fois que vous allez monter de niveau, votre arme va monter de niveau avec vous si vous parvenez à accomplir certains défis. Donc l'arme, moi, que j'ai utilisée dans une de mes campagnes puis qui était vraiment devenue un truc de légende, c'est les Body Washers Gauntlet. Donc ce sont des gants magiques. Donc au départ, ces gants-là étaient des vieux gants de fermier qui sont graduellement devenus des objets magiques incroyablement puissants. Et pour gagner le support des Body Washers Gauntlet, vous allez devoir donc vaincre à main nue un adversaire plus grand que vous. Soudainement, ça ouvre des quêtes. Ça ouvre une quête personnelle pour votre personnage. Si vous voulez débloquer les nouveaux pouvoirs des Body Washers Gauntlet et qu'ils soient de plus en plus puissants, ben vous allez devoir faire tout un lot de quêtes. Défendre des démunis, affronter des créatures titanesques, à main nue toujours. Fait que moi, c'est ce que j'aime, c'est que ça vous met sur une piste extrêmement spécifique, puis vous pouvez les ignorer, vous pouvez avoir les gants, mais en même temps, il y a toujours cet appel-là des gants, de la défense des plus démunis. Ça va même peut-être modifier graduellement la personnalité de votre personnage. Parce que oui, vous pouvez être chaotique, neutre, mais pour débloquer les habiletés de ces gants-là, vous allez devoir vous comporter dans le monde comme un personnage loyal, comme un personnage qui veut faire du monde un endroit meilleur. Fait que si vous souhaitez que vos joueurs se comportent d'une façon spécifique, créez un objet magique qui va débloquer des pouvoirs quand les joueurs agissent de cette façon-là. Fait que voilà, c'était mon petit tour d'horizon de mes objets magiques préférés pour Donjons et Dragons. Je suis curieux, quels sont vos objets magiques préférés pour D&D? J'espère que vous aurez tiré quelques apprentissages. On va continuer bientôt avec une autre vidéo où je vais vous présenter les objets magiques que j'ai inventés pour mes campagnes qui répondent à certains besoins que j'avais. Quand je fais du jeu de rôle, j'ai besoin de certaines affaires, puis je les avais pas dans les livres, fait que je les ai inventées. Ça fait pas mal. Inventez-en des affaires, c'est plus facile qu'on pense. C'est très dur, en fait.